Chers amis, bonsoir. Vous êtes sur Paix et Guerre pour une 61e Mondoscopie. Nous sommes le 5 mars 2025. Je pourrais intituler cette émission Moscou et Washington sont en phase pour rééquilibrer la sécurité mondiale, mais l'Europe fait de la résistance et s'enfonce géopolitiquement. En gros, c'est un peu ce que je vais vous raconter ce soir. Il y aura 3 points. Le premier, je vais évidemment revenir sur le discours d'hier soir de Donald Trump, discours sur l'état de l'Union à Washington. Et puis je vais revenir sur ce que j'appelle le bain de sang dans le bureau ovale, c'est-à-dire l'entretien qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive de vendredi dernier entre Zelensky et le président Trump et son vice-président devant la presse internationale dans le bureau ovale. Alors, et puis le troisième point, bien sûr, ça c'est mon premier point qui sera donc un commentaire sur ces deux événements. Deuxième point, ce sera évidemment face à ce qui est en train de se dessiner à l'initiative américaine, eh bien la réaction de l'Europe qui, comme d'habitude, défie à la fois le bon sens, la rationalité et d'ailleurs le réalisme le plus basique. Et puis le troisième point, ce sera ce qui se passe en même temps, c'est en cours au Moyen-Orient et là aussi, là encore, entre la Russie et les États-Unis. Je vais vous détailler tout ça. D'abord, premier point, ce qu'a dit Donald Trump hier et ce qui s'est passé vendredi dernier dans le bureau ovale. Écoutez, ça pourrait être l'expression qu'on attribuait à Caligula, enfin c'est Cicéron qui en parlait, qui disait, c'est une expression en latin, oderint dum metuant, qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. C'est un peu quand même l'ambiance et la tonalité générale des déclarations du président américain. D'une manière générale, il lâche ses coups, clairement, à la fois vis-à-vis, bien sûr, du leadership, si on peut l'appeler ainsi, ukrainien, de ses adversaires politiques démocrates et du deep state et de tous ordres d'ailleurs, et de ses alliés vassaux européens qui regimbent manifestement et font tout pour ne pas comprendre l'ampleur et les opportunités pourtant attachées au revirement de géopolitique qu'il est en train de mettre en œuvre. Bon, donc, hier soir, il y a eu le discours sur l'état de l'Union. Il a dit énormément de choses, je ne peux pas revenir sur tout. Il a rappelé quand même, c'est assez intéressant, toujours avec son humour un peu particulier, que le Groenland, finalement, d'une manière ou d'une autre, allait rentrer dans l'orbite américaine. Alors, reste à voir comment ça va se faire, mais il l'a dit, voilà, que vous le vouliez ou pas, quelle que soit la façon, vous avez tout intérêt, en fait, à vous rapprocher de nous. Vous aurez des opportunités économiques considérables. Enfin, c'est surtout les États-Unis qui, évidemment, auraient des opportunités économiques considérables s'ils récupéraient le Groenland. Voilà, bref, il les a appelés à rejoindre les États-Unis. On verra ce qu'il en est. On verra dans quelle mesure c'est une posture négociatoire pour d'autres choses, notamment à discuter avec la Russie. Bon. Et puis le deuxième point, c'est qu'il a dit que le président Volodymyr Zelensky, enfin le président qui n'est plus président mais qui est quand même encore président, était prêt à négocier, à signer l'accord sur les matières premières. Et bon, prêt à négocier. Évidemment. Je ne sais pas qui s'est imaginé que Zelensky allait pouvoir longtemps continuer à faire sa mauvaise tête et à prétendre pouvoir tenir la dragée haute aux États-Unis, qui sont non pas sa planche de salut, mais presque. Enfin, c'est tout ce qui lui reste, le pauvre homme. À part des Européens qui sont empêtrés et impuissants essentiellement, il ne lui reste pas grand-chose. Donc, il est prêt à négocier. Bon, c'est un faux scoop. Il n'a plus le choix. Mais ce n'est pas parce qu'il a subi une humiliation politique au vu et au su du monde entier, vendredi dernier dans le bureau ovale, c'est parce que sa réaction
à la leçon de choses, à la leçon de réalisme de base que lui ont infligé Donald Trump et J.D. Vance, sa réaction a été extrêmement maladroite, voire complètement inconsciente. Je ne parle même pas de l'insulte qu'on l'a vu susurrer, je ne parle même pas de ça, mais ça a clairement précipité sa chute et sa démonétisation politique. D'ailleurs, les États-Unis ont suspendu, mais enfin, ils sont peut-être même en train de couper tous les canaux d'aide résiduelle militaire à l'Ukraine jusqu'à ce qu'il obéisse. Et il est en train d'obéir, comme l'a annoncé, donc ça c'était vendredi dernier, comme l'a annoncé Donald Trump hier soir à la télévision, dans son discours, eh bien, voilà, il s'est rendu à Canossa, quoi. Bon, il a plus le choix. Alors, cet échange, bon, ça a été tellement commenté, je ne vais pas moi aussi aller de mon petit commentaire. Ce que je voudrais dire, parce que je trouve que ça n'a pas été dit, voilà, on a dit que c'était brutal, grossier, scandaleux, sidérant, humiliant, que vraiment traiter cet homme qui est un tel héros, n'est-ce pas, devant l'histoire. On n'a pas peur de la honte, nous. Vraiment, c'était inadmissible. Le divorce entre les États-Unis et l'Europe était consommé avec Trump, etc., etc. Il y a eu un blabla médiatique, un bruit médiatique en Europe sur le thème de l'humiliation et du scandale attribué à Trump. Il paraît qu'il y aurait même des gens sur LCI qui auraient fait un lien entre Donald Trump et le Ku Klux Klan au moment même où, devant le Congrès, il fait d'un jeune homme noir handicapé un membre du service secret américain honoraire, bien sûr. Enfin, je veux dire, on ne comprend décidément rien à ce que veut faire Donald Trump, ni à même ce qu'il est, ou alors on ne veut rien comprendre, ce qui est peut-être aussi la même chose. Mais revenant à cet échange qui a eu lieu dans le bureau ovale, évidemment, ce genre d'échange existe. Il ne faut pas s'imaginer que dans les négociations comme ça de tête à tête, entre guillemets, au niveau international, les gens ne se disent pas les choses très très clairement et très brutalement parfois. On se souvient de l'échange entre Vladimir Poutine et Nicolas Sarkozy au moment du G8 en 2007, où on avait vu Nicolas Sarkozy tituber littéralement. On avait expliqué que c'était l'alcool, sauf qu'il n'en boit pas. Il avait pris aussi une petite leçon de réalisme géopolitique, je pense, auprès de Vladimir Poutine. Donc, il y a des échanges extrêmement brutaux, extrêmement directs. Mais évidemment, d'habitude, ça se fait à huis clos. Voilà, même s'il peut y avoir des fuites, mais en tout cas, ça ne se fait pas devant la presse mondiale. Là, ça a été soigneusement quand même mis en scène par la communication de la Maison-Blanche. Ça a dû être largement préparé comme un moment, comme une heure de vérité, à la fois pour infliger à Zelensky devant le monde entier une leçon de réalisme hardcore, si vous voulez, mais aussi et surtout, à mon avis, c'était une réunion dont le principal récipiendaire souhaité était l'Europe, étaient les Européens et surtout les plus va-t-en-guerre d'entre eux, c'est-à-dire, en l'espèce, les Français et les Britanniques. Donc nous sommes entrés vraiment avec Donald Trump, dans une toute nouvelle approche des relations internationales, côté américain, et il est bien dommage que nous ne comprenions pas l'intérêt de cette nouvelle approche, parce que, certes, on a l'impression d'une mise à nu, si vous voulez, d'un balai-masque généralisé américain, à l'initiative de la nouvelle administration, mais balai-masque de quoi ? De l'hypocrisie des précédentes, notamment vis-à-vis de l'Ukraine, mais pas seulement. Et cette hypocrisie, c'est ce qui a poussé, provoqué, précipité le discrédit des États-Unis depuis au moins 25 ans, depuis septembre 2001. Donc ça fait des décennies déjà que la planète endure sans broncher le double standard, le double langage,
vraiment le cynisme recouvert de moraline, n'est-ce pas? Et c'est ça qui a provoqué la chute de l'Occident, qu'on ne veut pas voir naturellement, à laquelle on ne se résout pas en Europe, parce qu'on s'imaginait qu'on était collé aux États-Unis ad vitam aeternam, et qu'ils allaient continuer cette mascarade ad vitam aeternam, et que finalement, eh bien, on s'en sortirait, et que le reste du monde finirait par admettre. Mais non, en fait, ça n'a pas marché, comme je l'ai expliqué déjà plusieurs fois. Et en fait, Donald Trump, il a compris tout ça. Et il a compris qu'il devait sauver le soldat Ryan, si vous voulez, et que pour ça, il fallait être assez fort, et qu'en fait, c'est le plus fort qui doit faire un pas. Et donc, il est assez fort, et l'Amérique est encore assez forte pour regarder la réalité en face, tirer les conclusions des erreurs qui ont été faites, des conséquences que ça a eues, tirer les conclusions de l'état du rapport de force général, notamment militaire, actuel, et prendre les virages qu'il faut pour rétablir la situation, pour rétablir l'avion américain, si vous voulez. Donc, Zelensky, on l'a traité pour ce qu'il est. Il est un pion qui n'a pas bien tenu son rôle. Il est un acteur auquel on a donné un scénario, si vous voulez, qu'il était chargé de mettre en musique et d'incarner. Mais maintenant, ça n'a pas donné ce qu'on en attendait, clairement. Les perspectives ne sont pas plus heureuses, donc il n'y a rien à espérer d'une continuation de ce conflit. Il y a en revanche tout à redouter de sa continuation du point de vue américain. D'abord en termes de discrédit, comme je l'ai dit, mais même en termes de sécurité globale, d'incapacité du coup des Américains qui seraient, comment dirais-je, pris dans la nasse européenne et otanienne sur le théâtre européen, incapacité à se projeter vers ce qu'ils considèrent comme des enjeux supérieurs, c'est-à-dire désormais la rivalité systémique avec la Chine, etc. Donc, Trump a compris tout ça. Il fallait faire comprendre à Zelensky qu'il n'avait pas le choix. Il fallait que la Grande-Bretagne, la France et leurs quelques affidés résiduels réalisent qu'ils seront seuls s'ils persistent à vouloir poursuivre la guerre et provoquer la Russie. Il fallait admettre que la Russie a gagné militairement sur le terrain ukrainien. Bon, ça aussi, ici, c'est indicible, mais à Washington, je pense qu'ils ont compris. Qu'elle tient la dragée haute aux États-Unis en termes d'armement, en tout cas dans une certaine gamme, et en termes donc de dissuasion, d'équilibre de la dissuasion stratégique, comme je l'ai expliqué, avec le Rechnik, avec le Satan, avec un certain nombre d'autres armements dont Poutine a abondamment parlé, et encore tout récemment, cette fois-ci à l'adresse des Européens, en leur disant « N'oubliez pas tout ce qu'on a, faites attention à ce que vous décidez. » Bon. C'est pas un homme qui parle pour ne rien dire, Vladimir Poutine, contrairement à d'autres. Donc, Trump, en fait, admet juste des évidences. C'est-à-dire que ce sont bien les États-Unis et leurs vassaux européens qui ont provoqué la Russie. Elle est tombée dans le piège, elle est entrée en Ukraine parce qu'elle a considéré qu'elle n'avait pas le choix, qu'il fallait arrêter la reprise du Donbass à laquelle se préparaient, d'ailleurs, avait commencé à laquelle se préparaient les forces ukrainiennes, qu'elles avaient commencé à mettre en œuvre. Et donc, il a compris qu'il fallait arrêter avec cette obsession démocrate de continuer à élargir l'alliance et à faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Bon, ça date de 2007, je rappelle. Vladimir Poutine a commencé à dire très clairement que c'était pas jouable du point de vue russe d'accepter cela. Ils avaient déjà accepté beaucoup. Bref, Trump admet et dit clairement que tout ça, c'était un calcul imbécile et qui est devenu dangereux pour les États-Unis. Et qu'il n'est donc plus de l'intérêt américain de se prêter à ce jeu imbécile. Et que Zelensky n'est jamais en fait qu'une marionnette qui n'a pas bien tenu son rôle en dépit de tout l'argent et de tous les moyens qui lui furent donnés, que tout ça a résulté en un massacre terrifiant de la jeunesse ukrainienne. Et donc, en fait, ce que fait Trump aussi, là, dans le bureau ovale, c'est qu'il fait retomber la faute de la précédente administration américaine, mais enfin des États-Unis au-delà, depuis des décennies, y compris de lui dans son premier mandat sur certains points,
sur le mendiant en chef. Le mendiant en chef, c'est Zelensky. Et donc, ça a l'avantage, voilà, c'est vraiment le bouc émissaire, on le lâche. On fait disparaître du coup la vérité de la manipulation grossière américaine vis-à-vis de l'Ukraine. On lui colle tout sur le dos. On dit à la fois que bon, il n'est plus populaire, il ne représente plus rien et que donc il n'a qu'à se soumettre ou se démettre finalement. Mais tout ça, ça protège l'Amérique, ça protège l'image de l'Amérique, ça la renouvelle, ça la rénove littéralement. Et c'est ça qu'on ne veut pas comprendre en Europe. Donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est que Volodymyr Zelensky là, a fait la preuve qu'il n'était pas un homme d'État, qu'il n'était pas un politique, qu'il était juste un acteur qui est en train d'être lâché par ses metteurs en scène, finalement. Quand il dit que l'Ukraine ne peut pas accepter tel ou tel point, en fait, il veut dire que ses soutiens, notamment britanniques, polonais, français, allemands, lui demandent de rester ferme en espérant que le mandat de Donald Trump va passer vite et qu'on lui demande en fait de poursuivre tout simplement le massacre de sa propre population. Enfin, je ne sais pas si on se rend bien compte, nous, Européens, de ce qu'on cautionne en fait, en voulant poursuivre la guerre, en faisant semblant de croire que la Russie est une puissance impérialiste, qui veut dévorer l'Europe, qui veut dévorer l'Ukraine, qui ne s'arrêtera pas, qui va prendre la Pologne, qui va prendre les pays baltes, etc., etc. Tout ça, c'est le délire dans lequel nous vivons depuis 3 ans, et c'est le délire auquel Donald Trump est en train de mettre fin, y compris en étant, à mon avis, en train de retourner la Pologne, enfin de reprendre la Pologne dans l'orbite américaine. On va voir comment ça va se produire, mais il est évident que la rivalité entre la Pologne et l'Allemagne pour les bonnes grâces américaines bat son plein. La messe n'est pas encore dite, mais je pense que l'Amérique va proposer à la Pologne un certain nombre de choses, peut-être plus de force sur son territoire, bref, pour faire en sorte qu'elle devienne réaliste, qu'elle devienne aussi plus réaliste, la Pologne. Bon. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'Europe a perdu son utilité aux yeux de son maître ultime, l'Amérique, depuis que ce réaliste forcené, ce deal maker, comme on dit, est revenu sur la scène et depuis qu'il a clairement dit qu'il ne voulait pas s'enliser dans une guerre perdue d'avance, ravageuse en termes d'influence et de puissance à échelle globale pour son pays. Et je rappelle que c'est un homme qui a à cœur l'avenir de son pays. Ça paraît un peu désuet comme ambition. En Europe, on hésite un peu. Certains pays sont encore dans cette approche souveraine, mais d'autres plus du tout. Mais aux États-Unis, Make America Great Again, ça n'est pas juste un slogan. Donc, en fait, Trump a le courage de la révolution géopolitique, d'en prendre l'initiative, de le faire en essayant de renouer un dialogue avec son rival, si vous voulez, russe, et donc de promouvoir à marche forcée cette révolution géopolitique. Donc, humilier Zelensky, ça mange pas de pain en fait, c'est pas très grave, c'est sans conséquence pour Washington, et comme il s'est rebiffé devant tout le monde, on peut le sortir en fait. On peut le sortir à la fois au nom de son irréalisme et de son irrespect. Voilà. Quand on lui dit « vous auriez pu vous habiller autrement », quand on lui dit « vous pourriez être reconnaissant tout de même de tout ce qu'on a fait », etc., etc. Trump est en train, en plus, il se dit que la Russie et les États-Unis sont en pourparlers secrets en Suisse pour la reprise de l'activité de Nord Stream 2. Donc là aussi, les Européens ne comprennent manifestement rien à l'opportunité énergétique qui pourrait s'offrir à eux s'ils étaient moins obtus. Bref, on assiste à la mise en place d'une approche très agressive de l'ordre multipolaire par les États-Unis. Ils veulent bien, ils ont reconnu qu'on était dans une multipolarité de fait, mais ils veulent mettre en place un très grand accord global, en fait, avec Moscou, sur les matières premières, sur les bourses de valeur, sur le gaz, sur le pétrole, sur les métaux rares, sur la dissuasion, sur l'équilibre stratégique des forces, sur la sécurité européenne et aussi, d'ailleurs, sur le Moyen-Orient, comme je vous en parlerai dans mon 3e point. Donc, il fait du neuf, en fait, Donald Trump. Il fait du neuf pour mettre fin à une guerre. Les vainqueurs sont clairs, la Russie et les États-Unis. Les perdants sont clairs, l'Ukraine et l'Europe.
Voilà, je suis désolée, mais c'est comme ça. En plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en amont du sommet de Riyad, dont il pourrait y avoir bientôt un deuxième round, les forces ukrainiennes avaient attaqué quand même le Caspian Pipeline, dans lequel sont engagées et sont partie prenante des sociétés américaines. Pas très heureux, pas très intelligent, là, le terrorisme contre ceux qui peuvent vous aider encore. Bon. En tout cas, Zelensky est en mauvaise posture. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit bientôt gentiment ou moins gentiment remercié, que ce soit Zaloujny, que ce soit d'autres en lice. En tout cas, il se trouve un député au Parlement ukrainien pour initier une demande d'impeachment, hein, pour incapacité. Voilà. Alors, face à ça, que fait l'Europe? C'est ça qui est totalement fou. Elle commet un suicide géopolitique non assisté, si vous voulez, toute seule, à l'initiative d'une puissance qui n'est même plus dans l'UE, qui est la Grande-Bretagne, avec le soutien français, au prétexte de profiter de ce découplage forcé et sidérant entre les États-Unis, la volonté américaine et la volonté européenne, pour enfin voir advenir et nourrir la souveraineté stratégique européenne et militaire et en matière d'armement européenne. Bon, c'est à mourir de rire. Donc, il y a des sommets européens. C'est un vrai baroud d'honneur, si vous voulez. Donc, vous avez Madame van der Leyen qui promet de lever 150 milliards pour la production d'armements et d'armes antiaériennes, mais même au-delà, 800 milliards sur plusieurs années pour réarmer l'Europe. Je pense que derrière tout ça, il y a surtout l'idée de faire tomber le domaine de la défense et les questions d'armement au sens large dans l'escarcelle de la Commission, c'est-à-dire de poursuivre, en fait, de se servir de ce qui se passe et du lâchage américain en rase campagne des Européens pour espérer renverser la vapeur et accélérer la fédéralisation de l'UE. Et ça, c'est grave, parce que comme elle ne comprend rien à ce qu'est la Russie, ce que veut la Russie, ce qu'est la géopolitique, ce qu'est l'Eurasie, ce qu'est le Moyen-Orient, enfin, je veux dire, on est tellement dans le bleu sur à peu près tout que je ne suis pas sûre que la poursuite de la fédéralisation de l'ensemble européen soit une bonne nouvelle pour les peuples européens qui, encore une fois, vont s'endetter sans qu'on leur demande leur avis pour, soi-disant, être prêts à affronter une menace existentielle. Ça me semble complètement abscon. Je pense surtout que l'Europe est en train de rater une chance historique de survivre en emboîtant le pas à Donald Trump et à sa paix. Voilà, à sa stratégie de paix. Elle veut la poursuite de la guerre et elle va le payer cher. Elle parle de son autonomie stratégique. Elle essaie de s'en sortir en transformant l'humiliation américaine en occasion de s'armer et de se renforcer en tant qu'ensemble fédéral. Mais avec quelles armes? Évidemment, avec des armes américaines en grande partie. Je rappelle que tous les pays de l'OTAN, membres, les 30, sont tous dans le commandement intégré de l'Alliance Atlantique. Alors, il se dit qu'il va y avoir la semaine prochaine une visite d'Emmanuel Macron, de Keir Starmer, le Britannique, et de Volodymyr Zelensky à Washington. Et là, probablement, ils vont aller eux aussi plier les chines devant Washington. Et simplement, on va mettre en scène une cosmétique qui leur permette de sauver vaguement la face. C'est-à-dire que voilà, Trump ou je ne sais plus lequel de ses aides a dit qu'après tout on pourrait donner le poste de SACEUR, c'est-à-dire de commandant suprême des forces alliées en Europe, non plus à un Américain mais à un Britannique ou un Français. Que l'on pourrait trouver que c'est bien que l'Europe finalement se renforce en matière d'armement, puisque c'est elle à qui on est en train de refiler le bébé ukrainien sur le thème si vous voulez vraiment vous taper la Russie pleine face, bah faites-le. Donc ce sera le moment, à mon avis, d'une reddition en rase campagne, mais qui va être élégamment masquée par des discours martiaux et
la mise en scène peut-être d'une réconciliation européo-américaine. Bref, quelques carottes. On verra ce qu'Emmanuel Macron, à titre personnel, pourrait gagner à tout cela. Mais pendant ce temps, ce qui se passe, c'est que les vrais mouvements géopolitiques et géoéconomiques qui vont être déterminants pour les années à venir se poursuivent. Notamment, vous avez entendu probablement parler de l'accord sur les minerais. Vous savez que Zelensky entendait coincer l'Amérique et la forcer, l'Amérique de Trump, à l'administration américaine nouvelle, à poursuivre l'aide militaire à l'Ukraine en échange de la promesse d'exploitation, de licence, de gestion d'un certain nombre des terres rares ukrainiennes, qui ne sont pas aussi rares d'ailleurs qu'on le dit, ni aussi lourdes, ni aussi précieuses en fait. Mais enfin, ils pensaient échanger ça contre des armes en gros et du soutien militaire. Et en fait, Donald Trump, qui a vu le marché de dupes de loin, a dit non, d'abord vous allez nous rembourser tout ce qu'on a dépensé en pure perte pour vous depuis 3 ans. Voilà. Et vous allez nous donner en effet ce qui vous reste, mais pas contre une promesse de notre engagement militaire, contre une promesse de notre installation, l'installation de nos entreprises, de nos intérêts en fait américains dans votre pays. Et ce sera ça, vos garanties de sécurité. Et en gros, c'est un peu à prendre ou à laisser. Et d'ailleurs, Zelensky finit par prendre parce qu'il n'a pas le choix. Voilà. Donc, si vous voulez, ce qui est quand même fascinant, c'est qu'au moment où les États-Unis sortent enfin du marasme stratégique, se remettent dans le jeu, restaurent leur attractivité, y compris aux yeux de certains Européens, plus réalistes que d'autres, les Hongrois, les Slovaques, les Italiens et les Polonais, à mon avis, de plus en plus, au moment où ils disent qu'il faut être lucide, il faut être réaliste, il faut voir plus loin, plus grand, eh bien, c'est le moment que choisit l'Europe pour dire qu'elle veut faire face à la menace existentielle russe, elle veut se mettre en état de pouvoir se défendre souverainement, ce qui ne sera évidemment pas le cas, puisqu'elle reste étroitement liée à l'OTAN, même si sa cure était demain britannique ou français. Et donc, l'Europe veut la guerre au moment où l'Amérique fait la paix. Voilà. Plus idiot que ça, tu meurs. Hein. Excusez ma familiarité, mais bon. Mais voilà, le truc, c'est que tous nos eurocrates qui nous dirigent veulent sauver leur image, leur orgueil, leurs intérêts politiciens, les flots d'argent avec tout ce qu'il y a autour. Et en fait, ils se moquent de la paix et de la sécurité européenne. Ça, c'est beaucoup plus grave. Et d'ailleurs de l'avenir de leurs pays respectifs et de l'ensemble européen dans le nouveau jeu géopolitique mondial. Parce qu'en fait, on va s'endetter considérablement, on va payer évidemment pour la reconstruction de l'Ukraine, mais au profit de sociétés américaines, ça je vous le donne en 1000. Donc nous sommes complètement perdus par notre dogmatisme, nous sommes complètement fous, nous sommes à contretemps de l'histoire, et l'Europe est en fait en train de devenir un sanctuaire d'anachronisme géopolitique sans égal. Et pendant ce temps, c'est mon troisième point, les grandes affaires se traitent entre Moscou et Washington, en Europe, nous l'avons vu, mais aussi au Moyen-Orient, et là c'est de plus en plus clair. Si vous voulez, ce qui est de plus en plus clair, c'est qu'il y a un lien, c'est que ce grand marchandage global dont je vous parle déjà depuis un certain nombre d'émissions va bon train, et que le dernier sujet sur lequel il va bon train, c'est le soutien, l'aide que pourrait bien apporter la Russie à l'amélioration de la relation entre les États-Unis et l'Iran. Voilà. Alors, c'est évidemment, ça paraît comme ça un peu étonnant, un peu trop, mais pourtant, Poutine va aider Trump très probablement à mettre en œuvre une détente avec l'Iran et aussi avec Israël. Alors là encore, bien sûr, ça part de l'adage « faire de nécessité vertu ». C'est la contrepartie offerte par Poutine à
l'approche très pragmatique et très favorable aux intérêts russes qui est celle prise par Donald Trump en Ukraine, puisque Moscou veut aussi la fin de la guerre, veut en finir. Mais si ça marche, c'est-à-dire que si les Russes aident vraiment les Américains à trouver un grand deal au Moyen-Orient avec les Iraniens, les Saoudiens, les Israéliens et les autres, les Émiratis, les Qataris, etc., ça va complètement transformer la géopolitique de cette partie ouest de l'Eurasie et débloquer des opportunités géoéconomiques colossales pour les Russes et pour les Américains, et bien sûr pour les Iraniens aussi. Tout le monde va y être favorable et tout le monde a beaucoup à y gagner. Alors, comment j'en arrive à vous dire ça? Bon, d'abord, il y a eu des déclarations russes. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, comme vous le savez, a clairement dit, il y a quelques jours, que la Russie était prête à faire tout ce qui serait en son pouvoir pour aider les États-Unis et l'Iran à résoudre tous les problèmes qu'ils avaient entre eux à travers une approche diplomatique, à travers des négociations. Cette déclaration de Peskov a été renforcée par celle d'Ushakov, dont vous savez que c'est l'un des conseillers politiques les plus proches de Vladimir Poutine, qui a dit que la Russie et les États-Unis avaient décidé de tenir des pourparlers sur l'Iran dans un futur proche. En fait, il se dit que c'est Trump qui aurait demandé son aide à Poutine pendant leur appel téléphonique en mi-février, qu'ensuite ils en avaient, leur représentant en avait parlé à Riyad pendant le premier round du sommet. Et donc, il est clair que Trump a besoin de Poutine sur l'Iran. Pourquoi? Parce que Trump, il est, comme je vous l'ai dit, donc dans une pleine... Il est en train de mettre en œuvre une véritable révolution de la politique étrangère américaine. C'est clair. Voilà. C'est bien dommage qu'on n'y comprenne rien, mais enfin, c'est clair. Et donc, la détente, en fait, qui est en train de se produire entre les États-Unis et la Russie, mais qui s'applique majoritairement et plus immédiatement sur la scène ukrainienne, à propos de l'Ukraine, bien sûr, doit avoir des conséquences et des incidences et des développements dans d'autres parties du monde, dont le Moyen-Orient. Alors, quels sont les motifs pour les Russes? Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Pourquoi est-ce que la Russie a intérêt à aider les États-Unis à propos de l'Iran? Bon. D'abord, pour remercier, pour faire une sorte de réciprocité, si vous voulez, par rapport à l'attitude quand même intelligente, constructive des États-Unis sur le théâtre ukrainien. Bon, même si rien n'a commencé véritablement, quand même, on revient de très très loin, hein, quand on pense à ce qu'était la politique de la précédente administration. Voilà. Deuxièmement, les Russes ont intérêt à empêcher une guerre chaude au Moyen-Orient et dans tout ce qui est leur périphérie sud, si vous voulez. Hein. Je pense à la Syrie, bien sûr, mais pas seulement. Ensuite, ils sont aussi évidemment bénéficiaires si le focus militaire américain se déplace de leurs frontières. Voilà, donc ils ont tout intérêt en fait. Par ailleurs, ils ont un atout considérable, c'est évidemment la politique, malgré tout, la confiance qui existe entre la Russie et l'Iran. Vous vous souvenez, et j'en ai parlé, qu'il y avait eu, je ne sais plus, je crois que c'est le 17 janvier ou le 16 janvier, un grand accord stratégique entre la Russie et l'Iran. Bref, il y a une relation très étroite, même si l'Iran peut être inquiet en se demandant si la Russie ne va pas partiellement lâcher la République islamique parce qu'elle veut s'entendre à tout prix avec les Américains. Il y a quand même un lien très fort entre la Russie et l'Iran en matière stratégique. Donc cet accord a été révisé et remis à niveau, enfin relevé de niveau même,
en mi-janvier. Et donc, ça donne à Poutine une très bonne position auprès des Iraniens pour expliquer un peu ce que veut Trump, véritablement. Parce que tous les problèmes de tous ces rapprochements, éloignements des États entre eux, c'est de bien évaluer, en fait, le niveau de bonne foi, le niveau d'honnêteté, le niveau de sérieux, en fait, des interlocuteurs. Pour ça, on peut dire que Vladimir Poutine, qui est un homme de parole, qui est un homme dont on sait qu'il ne parle pas à la légère, voilà, s'il explique aux Iraniens ce que veulent vraiment les Américains, ça peut pousser les Iraniens à essayer d'entamer des pourparlers de manière un peu sérieuse, parce qu'ils sont quand même très très méfiants. Ils en ont envie, mais ils sont très méfiants. Donc, si vous voulez, c'est une double nouvelle détente qui est en train de s'amorcer sous nos yeux. C'est pour ça que quand on voit ce que font les Européens, on se pince, on se dit mais comment peut-on être à ce point aveugle face à ce qui se passe et comment peut-on à ce point consentir, certes sous des masques de martialité, mais en fait à sa marginalisation géopolitique, parce que c'est ça qui va se produire pour l'Europe. Hein. C'est pas parce qu'on va emprunter 800 milliards et produire des armes que ça va nous rendre forts ou cohérents géopolitiquement. Enfin bref, bon, je ne veux pas revenir là-dessus. Donc, par ailleurs, la Russie a un autre avantage considérable, c'est qu'elle est en bon terme avec Israël. Et ça vient de se voir sur les bases russes en Syrie, puisqu'Israël a dit qu'il était tout à fait favorable à ce que la Russie conserve ses bases. Voilà, parce que c'était un gage de stabilité, finalement, pour le pays. Et puis, la Russie n'a pas non plus soutenu vraiment l'axe de la résistance dans la guerre précédente entre Israël et le Hamas, le Hezbollah, etc. Il y a eu, si vous voulez, une modération russe vis-à-vis de ce qu'a fait Israël, sauf sur, effectivement, les agissements militaires d'Israël contre Gaza et les massacres de populations civiles qui en sont la résultante. Là, il y a eu des déclarations fortes des représentants russes. Mais sur les questions finalement d'équilibre des forces entre puissances dans la région, et notamment d'équilibre d'Israël par rapport à l'Iran et vice-versa, les Russes ont été quand même extrêmement... ça a été pesé au trébuchet, si vous voulez, les déclarations russes. Donc, bien sûr, dans le camp israélien globaliste, comme dans le camp américain globaliste, c'est-à-dire les tenants de l'ancienne voie, qui était celle de l'hostilité déclarée, de la permanent effort pour empêcher finalement que les gens se parlent et s'entendent un peu plus, il y a toujours une opposition d'arrière-garde, c'est-à-dire il y a toujours des gens qui expliquent que la Russie est opposée à Israël, que Israël et l'Iran n'ont aucune chance de pouvoir à un moment donné avoir un intérêt convergent à ne pas alimenter sans arrêt le brasier entre eux. Bref, il y a des gens qui essaient d'enfoncer un coin entre Moscou et Washington, entre Moscou et Tel Aviv, entre Moscou et Téhéran, bien sûr, il y en a tout le temps. Mais tous ces gens-là n'ont plus la main, en fait. C'est ça. C'est là où c'est fascinant de voir ce qu'est en train de faire Donald Trump, c'est qu'il est en train de mettre en œuvre une stratégie, et ça va être compliqué, ça ne veut pas dire que ça va être miraculeux, mais qui va lui permettre à la fois, puisque c'est un président très profondément pro-israélien, pro-Israël du moins, pas forcément pro-Bibi, mais pro-Israël, de mettre en musique son rêve au Moyen-Orient, c'est-à-dire de refaire ces fameux accords d'Abraham 2.0, d'y associer l'Arabie saoudite et finalement de trouver un moyen de protéger Israël dans un contexte où là aussi l'Iran ne peut pas être traité totalement à la légère.
Et comme l'Iran a à cœur la levée des sanctions, et donc a des problèmes quand même économiques importants, il y a, si vous voulez, chacun a des intérêts, chaque acteur a des intérêts dans cette affaire au Moyen-Orient à se montrer un tout petit peu plus conciliant qu'auparavant. Et ça, c'est le déblocage de la relation russo-américaine qui le permet. Parce que du coup, la Russie peut avoir intérêt à aider les États-Unis au Moyen-Orient et donc à débloquer certaines choses avec l'Iran, avec Israël, etc. etc. D'ailleurs, Vladimir Poutine, je crois, a invité Benjamin Netanyahou à participer à la célébration le 9 mai prochain à Moscou du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Donc ce sera évidemment l'occasion pour Netanyahou de rencontrer Poutine et peut-être de parler plus en détail de ce genre de choses. Alors, vis-à-vis d'Israël, là, Poutine a des choses à dire, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a un clair besoin pour les Russes de maintenir le corridor de transport nord-sud. On va essayer de vous mettre une carte, si on en a le temps, qui est le corridor, vous savez, qui part de l'Inde, qui va plutôt de la Russie vers l'Inde. Et donc, il y a des plans énergétiques considérables qui sont associés à ce corridor. Et ça intéresse évidemment Israël au plus haut point. Donc, la Russie a un intérêt, en fait, à aider, si vous voulez, à se faire un honest broker dans un rapprochement USA-Iran, parce que jusqu'à présent, Trump, avec sa politique de réinstallation de la pression maximale sur l'Iran, non seulement n'arrive à rien pour lui-même, parce que les Iraniens se braquent, mais mettait en panne tout ça. Donc, parce que derrière, il y a la menace de sanctions secondaires contre l'Inde, etc., etc. Donc, en fait, les Israéliens, comme les Russes, ont intérêt à ce que ce corridor, et les Indiens bien sûr, ont intérêt à ce que ce corridor de transport soit effectif et devienne un corridor important. Donc, pour que ce projet soit viable, eh bien, il va falloir que tout le monde s'entende, à vrai dire. Tout le monde fasse un petit effort et que tout le monde s'entende. Quant au motif américain, c'est clair, c'est essayer de trouver un accord global avec l'Iran qui permettrait aux Américains de favoriser leur pivot vers l'Asie, pour essayer peut-être de contraindre un peu plus la Chine. Et là, il sait que Poutine, certes, ne va pas se découpler de la Chine, mais peut avoir intérêt lui-même à rebalancer ses relations entre la Chine et l'Europe, entre la Chine et les États-Unis. Ensuite, pour les Américains, évidemment, l'idée, c'est d'arriver à un accord sur le nucléaire iranien avec Téhéran, mais qui permettent aussi, qui ait aussi un aspect concernant le programme balistique iranien, de missiles balistiques iraniens, et ça va être compliqué, parce que c'est la force des Iraniens, et je ne suis pas certaine qu'ils aient envie d'y renoncer. Et aussi, bien sûr, traditionnelle revendication américaine, faire en sorte que l'Iran se détache de l'axe de la résistance pro-palestinien, en fait, et anti-israélien, contre une levée partielle des sanctions, par exemple. Voilà. Et ça aiderait à la fois Israël, bien sûr, ça aiderait aussi les Saoudiens, en termes de sécurité, même si je pense que les Saoudiens et les Iraniens ont quand même des contacts assez constants, assez réguliers désormais. Et en tout cas, ça permettrait d'éviter d'entrer dans une autre guerre régionale qui n'est pas de l'intérêt américain. Les Américains ont autre chose à faire. Ils veulent se concentrer sur la Chine
Ils veulent donc ne plus avoir à trop se préoccuper de ce qui se passe en Europe ou même de ce qui se passe au Moyen-Orient. Ça ne veut pas dire quitter naturellement ces théâtres, mais en tout cas, ils ont besoin des Russes. Pour ça, ils ont besoin de Poutine et de ses capacités diplomatiques. Bon, donc, après, comment l'Iran va réagir? Difficile à dire, je ne peux pas vous le dire. Le président actuel, Pezeshkian, est plutôt une personnalité manifestement ouverte quand même à une forme de reprise de dialogue, de négociation. Il est vrai que ce qui s'est passé avec Israël depuis la riposte au 7 octobre 2023 n'a pas renforcé véritablement l'Iran, en tout cas au Liban. Pour le Hamas, c'est une autre affaire, mais en Syrie et au Liban, c'est quand même... l'Iran a vu ses positions affaiblies, même s'il a pu faire montre d'une capacité de dissuasion assez claire, non nucléaire, vis-à-vis d'Israël, dans les ripostes qui avaient été faites aux provocations israéliennes. On en a parlé dans d'autres mondoscopies. Les Iraniens voudraient bien, peut-être, enfin, pourraient avoir intérêt, en fait, à autoriser certaines compagnies américaines, c'est la grande angoisse d'Israël d'ailleurs, mais certaines compagnies dans le domaine de l'énergie, compagnies américaines dans le domaine de l'énergie, à revenir sur le marché iranien sous des conditions strictes. Mais voilà, il se dit aussi qu'il y a des projets d'une sorte d'OPEC du gaz, si vous voulez, avec la Russie, les États-Unis, le Qatar et l'Iran. Ça peut être... voilà, il y a un certain nombre de projets, il y a un certain nombre d'idées. Si vous voulez, à partir du moment où on est capable de changer d'approche, de changer d'attitude, d'entrer dans une approche beaucoup plus de conciliation et de recherche d'accords mutuellement profitables, eh bien, il y a beaucoup de potentialités économiques qui s'ouvrent. Évidemment, je ne dis pas qu'Israël sera content de ces perspectives, mais ça peut permettre aux États-Unis, s'ils levaient partiellement les sanctions, si certaines de leurs compagnies entraient sur le marché iranien, ça poussera peut-être les Iraniens à se montrer fidèles à un accord, éventuellement, un accord qui pourrait être obtenu, ne serait-ce que parce qu'ils auraient la crainte qu'ils ne soient mis en cause s'ils n'en respectaient pas leur part. Donc, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas qu'en Europe que les choses se détendent. Alors bien sûr, il y a les combattants d'arrière-garde, en Europe comme au Moyen-Orient, il y a ceux qui veulent faire foirer, en fait, toute amélioration en permanence, parce que ça, il y en a toujours eu tout le temps. Mais il y a des perspectives vraiment très intéressantes et moi j'espère beaucoup que Donald Trump, que Vladimir Poutine vont pouvoir continuer sur cette voie et faire en sorte d'atteindre un niveau de compréhension et de convergence, au-delà de tactique d'ailleurs, stratégique entre eux, important, dont nous devrons quand même à un moment donné peut-être tenir compte, y compris en Europe. Alors, le dernier point, je l'aborde rapidement, mais c'est évidemment quelles conséquences cela va-t-il avoir sur la question palestinienne, la guerre à Gaza, le cessez-le-feu actuel, la reprise des affrontements, la poursuite des affrontements en Syrie, la poursuite des prises de gains, notamment israéliens, en Syrie. Ce qui est certain, c'est que la Ligue arabe vient de tenir un sommet au Caire et vient d'approuver un plan de reconstruction de 53 milliards de dollars de Gaza sur 5 ans, sans le Hamas, mais sans déplacement de population. Voilà, donc qui s'oppose en fait au plan américain tel qu'il a été annoncé. Où justement il s'agissait de faire partir la population gazaoui vers d'autres pays. Et l'Égypte, donc, qui a accueilli ce sommet, a dit qu'elle était prête à garantir le maintien des populations gazaouis à Gaza.
Donc évidemment, l'administration Trump a dit qu'elle était plutôt contre ce plan, Israël aussi, difficile de savoir ce qui va advenir. Peut-être que c'est simplement des positions négociatoires, là encore, qui se mettent en place, donc nécessairement un peu maximalistes. Dans ce plan, l'autorité palestinienne est remise en selle. C'est un plan qui est aussi soutenu par le secrétaire général des Nations Unies. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Le Hamas, quant à lui, c'est un plan qui ne parle pas du Hamas, en fait. Mais le Hamas a dit qu'aucune solution politique ne pouvait être envisageable si elle était imposée de l'extérieur. Il a aussi dit qu'il n'avait pas du tout l'intention de déposer les armes. Ce plan prévoit que l'Égypte forme une police palestinienne et aussi éventuellement qu'il y ait la mise en place d'une force internationale en Cisjordanie et à Gaza. Donc si vous voulez, il y a pas mal d'idées qui sont jetées là sur la table. Il faut voir c'est difficile de dire pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour dire ce qui va advenir. Ce qui est clair, c'est qu'on est vraiment dans une nouvelle ère des relations internationales et qu'on est dans une ère où s'accélère la transition systémique globale vers la multipolarité au bénéfice d'un maximum de parties prenantes. Alors vous allez me dire, les Gazaouis sont aussi une partie prenante et il est difficile aujourd'hui d'imaginer ce qui pourrait leur être bénéfique. Ce qui est vrai aussi, c'est que l'Europe ne comprend strictement rien, manifestement, à ce colossal mouvement en cours, qu'elle est perdue dans ses nécessités politiciennes et cosmétiques à destination des peuples européens, pour essayer de colmater les brèches, n'est-ce pas, pour leur faire avaler, en fait, l'effacement géopolitique du vieux continent. Et ça, c'est une pilule difficile. Donc, on explique qu'on va faire de la défense à grands frais, commune, etc., etc. Et tout ça, ça se passe pendant que l'administration Trump étudie une levée partielle des sanctions à l'égard de la Russie. Voilà, on est à front renversé. Il est encore difficile de vous en dire plus. Donc je m'arrête là. J'espère que cette émission vous a intéressé. Elle a été faite, comme toujours, grâce à l'aide extrêmement précieuse de Nathan Bédoui, qui me seconde. Et je vous remercie de liker, de partager, de nous soutenir via Tipeee, de vous inscrire au Cercle Paix et Guerre. Je vais refaire des clés du monde à la fin de cette semaine. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous voir très bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle mondoscopie. À très vite. Et il y aura bien sûr aussi un autre entretien géopolitiquement incorrect qui est en préparation, mais voilà, qui sera mis en ligne dans les prochaines semaines. Je vous remercie. À très vite, chers amis. Bonsoir.